Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai fait tomber la robe pour mettre un pantalon aujourd'hui. Et je n'ai plus la casquette d'avocate. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Anna Colin-Lebedeff et Alexis Rollin. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a une petite zappette quelque part? Il n'y a pas tout de suite les images, hein, s'il vous plaît, la régie. Voilà. Alors, super, merci beaucoup. Ok, merci. Alors, rapidement pour introduire cette table ronde que je vais avoir le bonheur d'animer, quelques propos et qui vont compléter l'intervention que nous avons eue ce matin sur les conflits qui démarrent par le spatial, hein, l'un des nouveaux champs de conflictualité. Je pense qu'on l'a tous vu, hein, l'invasion de l'Ukraine par la Russie dès 2015, les attaques du 17 octobre et le conflit armé opposant le Hamas à Israël qui s'en est suivi marquent le retour de la violence comme expression de la puissance des États ou des groupes militarisés qui prétendent redéfinir la souveraineté territoriale. Donc, dans ce contexte, marqué par une asymétrie des moyens financiers, humains ou techniques, l'innovation technologique, puisque c'est ce dont nous allons parler cet après-midi, peut jouer évidemment un rôle clé. Donc, quel rôle ces innovations technologiques jouent-elles dans les conflits? Comment peuvent-elles servir l'idéologie d'un pays? Comment peuvent-elles aussi contraindre un ennemi? Comment peut-on réduire l'asymétrie des capacités militaires entre deux belligérants? Donc, ce sont les questions auxquelles nous allons tenter d'apporter un éclairage. Et peut-être pour vous donner quelques éléments sur les thématiques que nous allons aborder ensemble, nous allons parler de conflits et d'innovation duale, et en particulier de la mobilisation de la société civile. Nous allons parler aussi d'innovation technologique et d'enjeux de sécurité ou encore de questions éthiques et morales, avec un focus sur la guerre cognitive, hein, avec cette grande question, est-ce que le cerveau est devenu finalement un nouvel espace de conflictualité? Quid des attaques sous le seuil? Donc on parlera notamment des attaques hybrides, c'est-à-dire des attaques qui vont utiliser à la fois des moyens conventionnels, mais aussi des moyens non conventionnels, comme par exemple le champ de l'influence. Et donc pour traiter ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Anna Colin-Lebedeff, donc vous êtes enseignante chercheuse en sciences politiques, et Alexis Rollin, fondateur de l'agence numérique R&D. Et je vais vous demander à tous les deux de vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'être là. Moi, je suis donc universitaire, enseignante-chercheuse en sciences politiques. Et depuis bientôt 12 ans maintenant, mon champ de recherche, c'est la guerre en Ukraine. Parce que la guerre n'a pas démarré il y a 4 ans, mais il y a 12 ans. Et le sujet qui m'intéresse tout particulièrement dans cette guerre, c'est précisément la transformation des sociétés dans la guerre et la manière en fait dont les civils à différents niveaux et sous différents statuts interviennent pour la défense de leur pays. Donc voilà, ça va être, je pense, ma contribution essentielle à cette discussion. Merci. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Alexis Rollin, je dirige une agence numérique, ça fait 30 ans maintenant que je bosse dans ce secteur. Le premier site internet que j'ai produit, c'était Électricité de France en décembre 1995. Et donc ça m'a donné une bonne tour d'observation, on va dire, pour analyser l'impact des nouvelles technologies dans la communication. Et comme vous vous en doutez, depuis 2020, l'impact de l'IA dans nos métiers. Et puis pour aborder plus précisément le sujet d'aujourd'hui, je suis réserviste opérationnel à l'état-major des armées sur ces sujets de LMI, donc lutte contre les manipulations d'informations et notamment avec des outils autour de l'IA. Donc on va essayer de vous éclairer là-dessus. Merci à tous les deux. Alors, je vous ai demandé pour démarrer cette table ronde de choisir chacun une image et de la commenter.
Donc Alexis, tu as choisi cette première image. Oui. Je vais te laisser la commenter. J'y vais. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est une image qu'on appelle une image synthétique. Elle n'est pas. Vous avez eu des ateliers sur ces sujets depuis 2 jours. Elle a été générée par l'IA. Elle date de l'automne 2024. On est dans un contexte préélectoral, hein, Trump contre Biden. Et dans le nord de la Caroline, il y a un ouragan qui s'appelle Hélène, qui est assez violent. Je crois malheureusement, on dénombre plus de 200 morts. Et le camp Trump attaque avec une certaine virulence sur les réseaux sociaux l'administration Biden en leur disant qu'ils ne font rien en fait pour aider les populations. Et l'une de ces personnes du camp Trump publie cette image comme illustration de l'inaction du camp Biden. En fait, assez rapidement quand même, il y a des gens qui font leur travail et qui disent que cette photo n'existe pas. Et en fait, on définit un peu cette photo comme l'une des premières photos d'un concept que vous avez probablement déjà entendu, puisque ça a été identifié comme le mot de l'année 2025. On parle de AI slop. Donc en anglais, slop, c'est quelque chose autour de, si je traduis, de la bouillie. Et donc c'est un contenu qui finalement est faux. Et quand on dit à la personne du camp Trump, mais ce contenu est faux, la réponse est oui, mais ça aurait pu arriver. Et donc en fait, ce qui est intéressant avec cette image, c'est pas tant qu'elle soit synthétique, on en voit toute la journée, c'est d'abord que c'est une des premières, mais c'est surtout cette espèce de concept finalement de post-réalité, c'est-à-dire que c'est pas très grave qu'elle soit fausse, puisqu'en fait, je vais m'en servir pour illustrer mon propos. Et je pense que c'est une image importante dans tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, justement sur cette espèce d'outil pour altérer votre discernement, et on en parlera beaucoup pendant cette heure-là. Merci beaucoup Alexis. Anna, je vais vous laisser commenter la photo que vous avez choisie, enfin l'image, pardon. Alors, sur cette image, vous voyez la page sur laquelle peut se télécharger une application. Comme toutes les applications, voilà, celle-ci, elle est présente dans mon téléphone portable. Une application ukrainienne téléchargée par des millions d'Ukrainiens désormais, qui propose qui les alerte en fait en cas d'attaque aérienne, qui montre la carte des attaques sur leur pays pour leur montrer quelle région est concernée et d'où vient l'attaque, qui leur montre ce qui leur arrive dessus. Est-ce que c'est un missile? Est-ce que c'est un drone? Est-ce que c'est une attaque chimique? Est-ce que c'est une attaque nucléaire? Il y a aussi cette case-là, oui, dans l'appli. Elle n'a pas été activée jusqu'à maintenant. Alors, ce qui est intéressant pour moi dans cette image, et à laquelle j'ai superposé la photo d'un de ses créateurs, en tout cas celui qui a été à l'initiative et qui a dirigé l'équipe qui a créé cette application, c'est que précisément, c'est une excellente illustration de la manière dont les Ukrainiens ont utilisé la technologie dans la guerre. L'application que vous voyez là a été créée en 5 jours. En 5 jours, entre le 24 février 2022, le jour de l'attaque, et puis fin février, où en fait elle a commencé à être disponible au téléchargement. Elle a été créée en 5 jours, non pas du tout par l'État, pas par le ministère de la Défense ukrainien, mais par le fondateur de cette agence qui fait des sites web à l'époque et puis qui se dit mais en fait il faudrait les alertes anti-aériennes, vous les entendez en fait sous forme de sirènes dans la rue, mais vous les entendez pas partout et puis ça panique en fait plus que ça n'informe. Il faudrait qu'on crée une appli. Alors eux ils s'occupent du développement software, ils se mettent avec une autre boîte qui elle en fait résout le problème technique de comment faire pour que l'appli sonne, y compris lorsque le téléphone est en silencieux, par exemple, ou en mode ne pas déranger. Ils se mettent en relation avec le ministère de la Défense en disant on voudrait recevoir, en fait, nous, les alertes de toutes les attaques pour pouvoir les intégrer dans l'application. Et tout ce processus, en fait, de combinaison de 3 acteurs et de mise en place de cet outil prend 5 jours, et au bout de 5 jours, les Ukrainiens disposent de cet outil qui continue à être absolument central pour eux aujourd'hui. Quand vous allez pour la première fois en Ukraine, dans l'Ukraine en guerre, les locaux, la première chose qu'ils vous conseillent, c'est d'installer Air Alert sur votre téléphone.
Merci, passionnant Anna. Et d'ailleurs, on a beaucoup échangé dans la préparation de cette table ronde autour de l'accélération de la boucle d'innovation. Ce matin, on évoquait un peu en filigrane la question des grands programmes d'armement qui sont aussi nécessaires pour construire des porte-avions, des sous-marins, mais on voit bien qu'entre le moment où on va construire les spécifications et le moment où on va délivrer une solution, il y a 30-40 ans qui se sont écoulés. Et donc là, en fait, on parle d'innovations qui se construisent en quelques jours avec un décloisonnement entre différentes, des acteurs de l'innovation, le ministère de la Défense ukrainien et donc des chercheurs parfois, la population qui se mobilise. Et ce qu'on observe en fait, c'est que finalement on a de nouveaux usages aussi qui sont tirés directement du civil. Je voudrais te poser la question, Alexis. Finalement, ces nouveaux usages de la communication et des médias dans le cadre de ces attaques hybrides, en tout cas de ces conflits qu'on peut qualifier parfois un peu de sous le seuil, comment ils s'illustrent, comment on innove aujourd'hui grâce à ces nouveaux outils? Ça ne vous étonnera pas que je vais parler d'IA. Effectivement, d'abord, avant de parler des nouveaux usages, vous dire que c'est un fait. C'est-à-dire que la communauté européenne a sorti des chiffres en début de semaine sur le nombre d'attaques qu'ils ont dénombrées sur ce qu'on appelle, encore une fois, de la désinformation. La France arrive en 2e position en termes de cibles de désinformation. Sur 2025, les premiers, c'est les Ukrainiens, 112 attaques informationnelles. En France, on est à 107 et l'Allemagne en 3e position. Donc, juste pour vous dire que ces nouvelles technologies, ces nouveaux usages, on est déjà ciblé. Après, je vais peut-être un petit peu enfoncer des portes ouvertes. Et encore une fois, ça fait 2 jours qu'on parle que de ça. Mais c'est vrai que l'accélération dont Émilie vient de parler, on la voit tous les jours. Et là, je remets ma casquette un peu sur le côté production de contenu et agence. Les outils d'IA dont on vous a parlé permettent quasiment à coût marginal zéro de produire des contenus, que ce soit bien sûr texte, image, mais de plus en plus vidéo, qui sont... certains chercheurs parlent du fait que le niveau d'indiscernabilité, c'est-à-dire que vous voyez un visage humain, en plus vous êtes dans un flux qui va aller assez vite, vous n'arriverez probablement plus à voir que c'est une image générée. Donc c'est vrai que ces outils permettent de produire beaucoup plus vite, encore une fois, comme je le disais, à moindre coût, ce qui veut dire que des acteurs malveillants ont plus de moyens que par le passé, et donc d'abreuver en fait nos réseaux sociaux de tous ces contenus pour jouer, on l'a vu avec le visuel de tout à l'heure, sur des leviers qui marchent très très fort, qui sont des leviers autour de l'émotion, d'essayer de toucher un petit point sensible qui va faire que vous allez être plus intéressé par ce visuel qu'un autre. Donc les nouvelles technologies sont vraiment, si je résume, cette capacité à produire beaucoup plus vite des contenus de qualité, soit professionnels, en tout cas indiscernables maintenant à l'œil, et d'abreuver notre champ cognitif. Il y a un autre sujet, ça a été évoqué par Laetitia aussi il y a quelques minutes, sur ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, le data poisoning, c'est-à-dire que vous voyez bien le mot poisoning, c'est de dire je vais alimenter des modèles d'IA avec une data qui est, appelons un chat, fausse, et qui va faire que si vous et moi, on pose des questions à cette IA, dans le meilleur des cas, elle ne vous répondra pas, ou au contraire, et ça c'est malheureusement le quotidien, on voit aussi que des outils comme l'outil d'Elon Musk qui s'appelle Grokipédia, son projet de remplacer Wikipédia commence à nourrir pas mal de LLM, donc d'outils de langage. Et donc en fait, vous, de manière assez naïve, vous posez une question à un outil qui va vous répondre, mais il a été empoisonné par une data qui est fausse. Et donc là aussi, c'est un des éléments des nouvelles technologies sur lequel on doit beaucoup travailler pour essayer de sourcer, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises depuis 2 jours, les informations qui vous arrivent. Merci Alexis. Anna, est-ce que tu veux éventuellement compléter, peut-être aussi en donnant des exemples concrets que tu as pu voir? Alors c'est vrai que je dirais aujourd'hui, les enjeux qui se posent aux Ukrainiens sont d'une nature un peu différente. Ils sont l'objet d'attaques
voilà, un peu le même type d'attaque dans le champ informationnel que nous, mais ils sont également l'objet, enfin, ils conduisent une guerre dans laquelle, en fait, gagner la supériorité technique est absolument crucial aujourd'hui sur la ligne de front. Ils conduisent une guerre qui est une guerre asymétrique face à une armée qui est quantitativement plus nombreuse et qui dispose quantitativement de beaucoup plus, enfin voilà, d'un volume d'armes beaucoup plus important. Et donc, en fait, le seul moyen pour eux de tenir aujourd'hui, c'est d'être en permanence, en fait, en pointe sur des trouvailles qui peuvent être très high-tech et qui peuvent être très low-tech aussi, en fait, mais qui sont néanmoins de l'innovation à chaque fois pour pouvoir faire face à l'ennemi, et l'ennemi qui est en permanence en train de les rattraper. Ce que me disait un soldat ukrainien il y a quelques mois de cela, c'est que malheureusement, voilà, ils font du partage de savoir-faire technologique, les Ukrainiens, mais ils partagent leur savoir-faire technologique avec un seul pays, et ce pays, c'est la Russie. Dans la mesure où, en fait, à chaque fois que les Russes comprennent leur stratégie ou interceptent, en fait, leur arme, eh ben, ils vont s'engager eux aussi dans un cycle d'adaptation et s'engager dans un cycle d'innovation. Et donc, en fait, la vitesse, ça se passe entre ces deux acteurs. Alors, on l'a vu énormément, par exemple, sur le drone. Hein, ça, c'est quelque chose, voilà, c'est un exemple qui a été beaucoup évoqué. Les premiers drones qui sont utilisés sur le front sont des drones complètement civils, vous voyez, qu'on achète dans le commerce pour faire des photos de groupe en survol. En premier lieu, précisément, on les équipe d'une caméra et on va aller surveiller, en fait, les lignes ennemies. Et puis après, l'innovation amène à les équiper voilà, non seulement de leur donner des fonctions de surveillance, mais à leur accrocher une arme et d'en faire une munition, en fait, qui va tomber sur l'adversaire. Et puis s'engage tout ce travail sur l'interception, parce que si des drones commencent à survoler la ligne de front, eh bien, il faut savoir les arrêter. Et donc là aussi, on va avoir des technologies qui vont se succéder entre le brouillage, par exemple, quand le drone va être guidé par de la Wi-Fi, à l'arrêt physique, quand le drone va être guidé par un fil attaché à un fil. Et quand je disais innovation low-tech, par exemple, l'une des choses dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias et qui protège aujourd'hui les villes ukrainiennes et les routes qui relient les villes ukrainiennes des attaques de drones, c'est les filets de pêche bretons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà, cette idée de tirer juste un simple filet de pêche au-dessus d'un endroit pour que le drone se prenne dedans et explose finalement à hauteur et non pas sur vous, fait partie de ces solutions qui n'auront qu'un temps. Le filet de pêche aura une pertinence, voilà, mais qui va immédiatement, en fait, qui va être remplacé par autre chose. Je discutais aussi avec un autre combattant ukrainien que j'avais fait présenter devant mes étudiants, et un des étudiants lui a posé la question qu'est-ce qui est en pointe aujourd'hui, c'est quoi les technologies sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Et le soldat lui avait répondu, alors moi je peux te dire ce sur quoi on était en train de travailler il y a 5 jours, encore une fois cette affaire d'accélération, mais comme je rentre en Ukraine dans une semaine seulement, peut-être que ça aura complètement changé déjà. Bon, merci beaucoup pour ces exemples très concrets issus du terrain. Peut-être pour te laisser continuer sur ce sujet, Anna, en fait, forcément, on se pose la question de comment ça a été rendu possible, hein, ces innovations en Ukraine. Donc, c'est aussi des discussions qu'on a eues sur... mais finalement, comment, effectivement, dans cette situation de conflit asymétrique où on est face à un belligérant qui a beaucoup plus de moyens, de capacités, comment on peut, malgré tout, se protéger, réagir, et comment l'État peut être un support ou à minima ne pas entraver, en fait, l'innovation. Et je pose la question parce que vous savez qu'en Europe, on est tous un peu chahutés par l'hyper-réglementation. Ce qu'on dit souvent, c'est que les Américains innovent et nous, les Européens, on
fixe des lois, quoi, pour caricaturer. Anna, comment toi tu analyses ces dernières années ce soutien à l'innovation par l'État ? Alors, je pense que ça n'a jamais été une stratégie pensée à l'avance. Et je pense qu'en soi-même, c'est une leçon. C'est-à-dire qu'on s'adapte face à la situation que l'on rencontre. Et avant d'avoir rencontré la situation, on n'a pas forcément trouvé la solution. Quand l'État russe envahit l'Ukraine en février 2022, je dirais, et c'est une situation qui se répète après la première phase de la guerre en 2014, mais c'est vraiment encore plus flagrant en 2022, l'État a des capacités de réponse à tous les enjeux qui sont insuffisantes. Bien évidemment, vous voyez, on a des forces armées, sont entraînées, sont équipées. L'État négocie au niveau central pour avoir des livraisons d'armes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et en réalité, en fait, ce qui se passe dans un premier temps, c'est que les personnes elles-mêmes qui sont engagées dans les forces armées, qui sont pour l'essentiel des civils. Aujourd'hui, les forces armées ukrainiennes sont constituées de 3/4 de personnes qui étaient civiles avant 2022. Elles arrivent avec leurs expériences aussi issues de leur vie professionnelle civile. Ils constatent qu'il y a des problèmes, ils cherchent des solutions et en fait, ils se mettent à chercher des solutions de manière décentralisée. Cette histoire de drones qui arrivent dans les forces armées, ça vient jamais en fait de l'État ukrainien. C'est pas l'État ukrainien qui va livrer des drones à ses combattants, c'est un soldat qui va appeler un pote en disant « Dis donc, je me suis dit peut-être que tu pourrais nous amener un drone ou deux » et donc il va y avoir une collecte d'argent et puis le drone va arriver. Et en fait, en Ukraine, je dirais cette idée que l'État n'est pas suffisant, que l'État ne peut pas tout faire, c'est ce qui a été véritablement le moteur à la fois d'un esprit d'initiative des gens qui se sont dit « Nous avons une place à prendre là-dedans ». Et en réalité, pour que les acteurs de la société prennent une place, il faut qu'il y ait une place. Il faut que la place soit laissée. Et puis un État qui, d'un côté, ne pouvait pas tout contrôler, mais d'un autre côté, ne souhaitait pas tout contrôler, dans la mesure où il constatait que les choses se mettaient en place. Et ça nous pose bien évidemment des questions, parce que le domaine de la défense, et notamment le domaine des armes, est un domaine dans lequel, précisément, la question du contrôle, de l'usage, de la commercialisation, de la fabrication, est absolument cruciale. Nous sommes dans des cultures où, en fait, l'État doit contrôler ces produits qui ne sont pas des produits comme les autres. Et donc là, on a vraiment une espèce d'équilibre très très fin. Et alors, ce qui se passe, en fait, ce que moi je constate de manière répétée en Ukraine, c'est que l'initiative vient toujours du bas. L'initiative vient toujours du gars qui se dit « et si on faisait ça ?» Et donc, il expérimente. Alors, souvent, il expérimente sur la ligne de front avec des gens à l'arrière à qui il va demander de mettre des choses en place, à qui il va demander des produits qu'il peut tester. Et puis ensuite, ça va commencer à se diffuser. Et à la fin seulement, l'État va homologuer le matériel en se disant bon ça c'est un bon truc, ou le procédé en disant ça c'est un bon process, et éventuellement se l'approprier. C'est complètement à l'inverse de nos cultures, je pense, de décision militaire, où nous c'est l'État le pouvoir public qui planifie, qui ensuite produit, et qui ensuite en fait éventuellement fait tester, et utilise les choses. Et ce renversement, je pense qu'il est riche de leçons. Bien évidemment, il s'adapte pas, il n'est pas adaptable à tous les contextes, mais en tout cas, dans le cas ukrainien, nous amène à nous interroger sur ce que la logique du haut vers le bas apporte en plus à la logique du bas vers le haut. La logique du bas vers le haut apporte à la logique du haut vers le bas. Merci beaucoup, Anna. Donc, Alexis, toi, tu es réserviste spécialiste à l'état-major des armées, et donc tu vois de près aussi cet apport, que ta vision de l'innovation, des nouvelles technologies, notamment dans le champ informationnel, peut apporter effectivement aux armées. Est-ce que, évidemment sans dévoiler trop rentrer dans les détails de choses que tu ne pourrais pas partager, mais est-ce que tu peux peut-être donner une autre image, peut-être de la façon dont on fait les choses ici en France Oui, tout à fait. Et je vais rebondir juste avant de répondre à ta question sur les propos d'Anna, sur le sentiment parfois qu'on a c'est pas très valorisant de le dire comme ça, mais de courir un peu derrière la balle, en fait. C'est-à-dire qu'on est d'abord observateur d'un certain nombre de sujets qui ont commencé, ça date pas d'hier, mais dans notre société civile à nous, je peux vous citer plusieurs exemples en France, mais également dans d'autres pays. L'un qui était assez connu, et on parle d'un terme, pardon pour tous ces sujets de jargon, mais on parle d'astrosurfing, c'est-à-dire d'essayer de manipuler la
la population par le volume, de manière très concrète. Là, on est en février 24, il y a des manifestations, vous vous en souvenez, des agriculteurs. Sur Twitter, X déjà, il y a un hashtag qui s'appelle agriculteurs en colère. Et en fait, la communauté OSINT, donc Open Source Intelligence, qui sont des civils, qui vont aussi travailler sur observer ce qui se passe. Et ça a été tout à fait documenté. On a à peu près 4 millions de retweets, donc de publications de ce petit hashtag agriculteurs en colère, en quelques jours, qui sont faits par des bots russes. Et donc là, ben voilà, quand on observe, finalement on se dit, ben, très bien, mais ça sert à quoi tout ça? Et en fait, à nouveau, on réinvente pas la roue, ça s'appelle un cheval de Troie, c'est-à-dire que ces posts qui ont été republiés, au début, vont surfer sur les revendications tout à fait connues, légitimes, de la hausse du prix du gasoil, de choses comme ça, des agriculteurs. Et puis peu à peu, en quelques jours, on observe un glissement sémantique. On va commencer à parler de campagne anti-politique européenne, anti-Ukraine, anti-OTAN. Et donc là, voilà, vous êtes vraiment dans une technique où, par le volume, on va essayer encore une fois, d'altérer votre discernement. Et donc, des exemples comme ça, il y en a dans tous les pays, il y en a à Taïwan, beaucoup. Taïwan surveille énormément ces sujets-là avec des études, là encore, très documentées autour des algorithmes de TikTok où entre des jeunes adolescents qui suivent TikTok et ceux qui ne le suivent pas, je vais vous la faire courte, mais ceux qui suivent TikTok ont plutôt une logique de, on va dire, résistance passive en disant la guerre, c'est un truc d'adulte, ça ne nous concerne pas. De toute façon, si la Chine nous envahit, est-ce que ça changera vraiment? Et vous avez dans des proportions très significatives des ados qui vont penser ça quand ils suivent TikTok parce que l'algorithme envoie des informations là-dessus. Quand ils ne suivent pas TikTok, les informations sont plus basses. Donc je dirais que quand on observe tout ça, et on a malheureusement beaucoup de cas, les réponses, en plus face à cette accélération exponentielle des outils, on en a parlé avec la capacité de produire de l'IA, il y a trois sujets. C'est une doctrine qui est connue. On va parler de bouclier, de vaccin et d'épée. Le bouclier, c'est d'essayer d'avoir, et là encore, on en a parlé, Laetitia aussi, on en a parlé tout à l'heure, de le côté régulateur, c'est-à-dire est-ce qu'on a un arsenal législatif qui va nous permettre, je pense au DSA au niveau européen, d'essayer d'imposer, même si c'est compliqué, vous vous en doutez, aux algorithmes et aux réseaux sociaux de plus de transparence sur la modération. Donc il y a ce côté, ça c'est le bouclier. Est-ce que j'ai un bouclier légal avec toutes les limites que ça peut avoir? Le côté vaccin, ça c'est assez intéressant parce que c'est un petit peu nouveau. C'est comment, et là encore un autre mot de jargon, on va appeler ça du pré-bunk, c'est-à-dire de commencer à essayer de travailler de manière un peu sous-jacente des contenus. Les Russes ont commencé très tôt avec les JO à Paris, en envoyant vraiment beaucoup d'informations sur le fait que ça allait mal se passer. Alors là, on a plutôt un côté très positif, c'est que cette information a été noyée par le fait que c'était un succès. Mais ce vaccin, c'est vraiment de commencer à préparer des contre-narratifs. Et il y a un autre terme, un peu le terme du tambour, qui est le beat drum, qui est petite musique qu'on vous envoie tout le temps. On n'est pas sur des pics de gestion de crise où vous allez devoir répondre en quelques heures. C'est plutôt assez latent. On va essayer de vous faire passer des informations. Typiquement, agriculteurs en colère, c'était des sujets comme ça. Donc ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut aujourd'hui en France être un peu plus dans une démarche de pré-bunk, d'imaginer ce qui peut arriver et de se préparer avec des contenus, des narratifs. Et puis, il y a un sujet dont on parle moins parce qu'il est plus inconfortable, c'est l'épée. C'est est-ce qu'on est en défensif ou est-ce qu'on se permettrait d'être un peu plus offensif? C'est des sujets qui sont compliqués dans une démocratie parce qu'on n'a pas du tout envie d'utiliser les outils que nos compétiteurs peuvent utiliser. Mais il y a quand même un peu ce débat de est-ce qu'on agit de manière offensive sur des infrastructures? Est-ce qu'on agit de manière offensive sur des narratifs qui sont faux? Et donc sur l'innovation, pour revenir, et après j'arrêterai, sur la question d'Émilie, oui, bien sûr que l'IA joue un rôle. Nous n'avons pas les mêmes ressources humaines que certains de nos compétiteurs. Donc, comment est-ce que l'IA peut nous permettre d'être plus efficaces dans une logique de veille, c'est-à-dire d'identifier ces premiers petits signaux faibles qui sont en train d'arriver,
une page Facebook qui parlait des anti-vax, comment on sait qu'en fait, elle est en train de changer de contenu et elle va parler d'autre chose, etc. Tout ça, l'IA peut aider à identifier des sujets. Il y a un autre point important, et ça c'est aussi dans la culture militaire du service de santé des armées, on parle de la golden hour pour un blessé sur le champ de guerre. Si on arrive à l'extraire dans l'heure qui suit sa blessure, on augmente dans des proportions très 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 significatives évidemment ses chances de guérison. Toute proportion gardée, il se passe un peu la même chose dans le champ de la désinformation. Si on arrive à réagir vite, dans certains cas, à des premiers petits pics qui montent, on aura peut-être, c'est pas tout le temps le cas, il peut y avoir des effets inverses même avec l'effet Streisand, mais on aura peut-être l'occasion d'essayer d'atténuer un peu les choses. Et là, l'IA a aussi un rôle à jouer parce que l'IA, on le disait tout à l'heure, on peut produire très vite des choses et parfois on est victime, mais on peut aussi nous-mêmes produire très vite des contenus pour dire attendez, ça c'est faux, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est pas ce qui est montré sur cette vidéo, voilà pourquoi elle est fausse. Et donc l'IA comme outil pour générer très rapidement, toujours sous supervision humaine, mais générer très rapidement ce qu'on appelle des contre-narratifs. Donc voilà pour nous ce qu'on observe en termes d'innovation, c'est d'essayer d'être plus rapide, plus efficace grâce à des outils comme cela. Merci, merci à tous les deux. Et ce que tu viens de dire sur le bouclier, l'épée, m'a fait penser à une citation du général de Gaulle que vous connaissez probablement toutes et tous. Si la France doit avoir une épée, il faut que ça soit la sienne. Et j'ai envie de vous poser la question parce que moi, j'ai eu la chance de suivre d'assez près les actions de l'État français pour lutter contre la désinformation. Donc, peut-être que vous connaissez des initiatives comme French Response, qui est un compte qui a été créé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères justement pour publier et répondre à nos compétiteurs, voire nos adversaires, lorsqu'il y a un certain nombre de désinformations qui sont produites dans le champ informationnel. On a vu aussi toujours le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi le ministère des Armées qui s'appuie de plus en plus sur les communautés de chercheurs, les communautés aussi d'OSINT, donc l'OSINT, la bonne traduction en français, c'est la recherche en source ouverte. Ce sont des gens qui, dans le civil, peuvent faire coder, avoir divers métiers et qui vont en fait apporter une contribution pour aller chercher dans le champ informationnel des données disponibles en source ouverte. Et donc ces données en source ouverte en fait peuvent permettre d'avoir accès à l'information. Et est-ce que finalement cette innovation... C'est comme ça qu'on voit où est le Charles de Gaulle en ce moment, par exemple. Oui. Et donc ces informations, finalement, et ces innovations qui peuvent venir de la société civile, est-ce qu'elles ne peuvent pas être aussi un moteur quelque part d'autonomie, c'est-à-dire nous donner la capacité de comprendre, d'analyser et puis ensuite d'agir? Est-ce que vous avez un avis sur cette question ? Alors, je pense que, si je peux commencer, nous avons un immense avantage. Je pense que la société française et les sociétés européennes, mais bon, on va parler de nous, a énormément d'atouts dont elle n'a pas du tout conscience. L'un de nos atouts, c'est que nous avons une société éduquée, donc avec un haut niveau d'éducation et des compétences professionnelles fortes qui sont déployées dans différents domaines. Une société éduquée composée de personnes qui en fait sont engagées de différentes manières au service du bien commun. Les Français s'engagent énormément dans le milieu associatif, ils s'engagent énormément au niveau local, quel que soit leur âge, dans différentes préoccupations. Et je dirais que rien que ces deux éléments-là sont déjà une combinaison très intéressante pour penser à la manière dont on peut précisément faire face aux menaces qui sont les menaces actuelles. Moi, je dirais que, vous voyez, on parle énormément de guerre hybride, et notamment mes collègues chercheurs critiquent énormément le concept de guerre hybride, en se disant qu'on peut mettre tout et n'importe quoi là-dedans, et ça fait partie des critiques qui sont adressées à ce concept, que tout peut être qualifié de guerre si on parle de guerre hybride, mais il n'empêche que nous évoquons, quand on parle de conflit armé, vous voyez très bien à quel point on évoque de plus en plus des menaces et des modes d'attaque
sur nos sociétés qui sont des modes multiformes, décentralisés et qui se passent à différents endroits. C'est-à-dire qui affectent différents endroits, qui ne sont pas forcément nos forces armées, qui ne sont pas forcément nos économies, mais qui peuvent être, par exemple, notre capacité de décision ou susciter nos réactions. Et comme on est affecté à différents endroits, en fait, il faut qu'on réponde de différents endroits. Il faut qu'on réponde de manière décentralisée. Et une réponse en fait, qui ne viendrait que du centre à des menaces en fait, qui se dispersent serait complètement inadéquate. Et pour moi, par exemple, pour continuer à penser à partir de l'exemple ukrainien est très intéressant en ce sens parce que, vous le savez, beaucoup de gens se sont engagés volontairement et sont partis au front. Mais l'Ukraine est une société aussi européenne et éduquée où une bonne partie de la population ne s'imagine absolument pas les armes à la main. Et je pense que si vous réfléchissez dans votre entourage, qui dans votre entourage proche serait prêt à prendre les armes et qui dirait mais non, moi vraiment, je comprends très bien la nécessité de faire quelque chose, mais vraiment pas ça, c'est pas pour moi. L'Ukraine est la même société, vous voyez, y compris où il y a des gens, moi dans mon milieu professionnel, dans les amis que j'ai en Ukraine, il y en a tellement qui me disent, mais moi, J1, au premier jour, je me fais tuer au front, pourquoi est-ce que j'irai là ? Alors que, à l'arrière, je sais faire tellement de choses. Je peux être tellement utile pour trouver un moyen de contribuer de là où je suis avec les compétences qui sont mes compétences civiles. Et je dirais que plus la guerre est précisément dispersée, plus les attaques sont dispersées un peu partout dans la société, plus des compétences qu'on n'imaginerait pas être des compétences de défense, en fait, peuvent être utiles pour mettre une pièce dans la machine. Moi, je peux vous donner une multitude d'exemples de la manière dont les Ukrainiens font ça. J'ai par exemple un de mes interlocuteurs qui est un pédagogue spécialisé dans le travail avec des adultes qui ont un handicap mental, non sportif à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Et donc, lui, il me dit, bien évidemment que je suis mobilisable, bien évidemment que je peux partir au front. Mais en l'occurrence, ce que j'ai dans ma ville et dans ma vie civile, c'est cette entreprise sociale où les employés sont des hommes et des femmes avec un handicap mental, à qui, en fait, que j'insère socialement en leur faisant faire de la cuisine. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et alors, lui, depuis les premiers jours de février 2022, ce qu'il s'est mis à faire avec donc ces personnes dont il a la responsabilité, c'est du pain. Ils se sont reconvertis en boulangerie, ils se sont mis à cuire du pain. Et lui, il a chargé des cartons et des cartons de pain dans sa camionnette, et il ne cesse de faire ça depuis février 2022, pour les emmener d'abord aux unités militaires. Et c'était une aide complètement concrète à un moment où l'État ne pouvait absolument pas avoir l'infrastructure pour nourrir tous ces gens-là. Et puis ensuite, aujourd'hui, de manière plus structurelle, dans les villages où il n'y a plus aucun magasin d'ouvert et où en fait les gens n'arrivent pas à s'alimenter. C'est un exemple qui paraît très civil, mais c'est une contribution à la défense. Voyez ? Et vous avez plein de lieux comme ça où, plus ou moins loin du front, on va contribuer à la défense. J'ai un autre de mes interlocuteurs qui a fait du tir sportif. Il est trop jeune pour partir à l'armée. Il n'a pas l'âge. Mais par contre, il fait des formations au tir. Il fait des formations au tir pour les gens qui vont bientôt s'engager dans les forces armées en se disant c'est déjà ça de gagner. Et c'est déjà ça qu'ils n'auront pas à apprendre pour plus tard et une compétence qu'ils auront. Et je dirais, aujourd'hui, les Ukrainiens, par exemple, ils se posent la question, qu'est-ce que je peux faire de là où je suis avec la personne que je suis, l'âge qui est le mien, l'état physique qui est le mien. Et je pense que, on a une des sociétés aussi, aujourd'hui, la société française est une société de moins en moins hiérarchique. Donc pour nous, répondre aux ordres d'un commandant n'a rien d'intuitif, parce que répondre aux ordres d'un patron n'a plus rien d'intuitif, je pense, dans la vie qui est la nôtre. On est une société où les gens veulent choisir ce qu'ils font de leur vie. Et en réalité, ça se combine très très bien avec cette nécessité d'imaginer ce qu'on peut faire là où on est. Et je pense que s'il y avait une leçon d'Ukraine, pour moi, ce serait celle-là. Merci Anna. Alexis, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Moi, le sujet à vous partager sur l'impact de l'innovation et ce qu'on peut faire, en fait, c'est un peu la raison pour laquelle vous êtes là aussi depuis 2 jours, c'est cette curiosité que vous avez et sur cette éducation critique qu'on doit avoir.
Là encore, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, un chatbot, il y a peut-être un quiproquo depuis le début avec intelligence artificielle. Hein, c'est pas un truc intelligent, c'est pas un truc qui résonne. Ce sont des probabilités. Et donc, à partir de là, comment est-ce qu'on peut, au regard du flux d'innovation qui nous arrive et cette exponentialité dont on est témoin, comment est-ce qu'on peut s'éduquer tous à notre esprit critique, à notre discernement par rapport à tous ces outils. Donc voilà, le fait de promouvoir un peu la bonne parole que vous avez aussi entendue pendant 2 jours. Mais je pense que ça, c'est un vrai sujet à tous les échelons, de comprendre à quelle vitesse les choses vont et comment est-ce qu'on aiguise notre discernement par rapport à tous les flux qu'on va voir. Et ça, vraiment, ça se fait dans les entreprises, ça se fait vraiment à tous les niveaux. L'autre sujet, bien sûr, de type de réponse, c'est que, et là encore, pardonnez-moi, j'enfonce une autre porte ouverte, mais ça va tellement vite qu'on est sur une obsolescence tous les 6 mois, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, sans exagération aucune, moi, évidemment, c'est mon métier, mais je ne pense pas vous mentir en vous disant que 2 à 3 fois par mois, en ce moment, il y a une information technique qui a un impact sur mon métier, qui a un impact sur la façon dont je vais produire quelque chose, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, et Anna parlait de rythme d'innovation de 5 jours, vous voyez bien que c'est difficile à appliquer dans tous les contextes, mais comment est-ce qu'on peut, au niveau du pays, être dans une logique de doctrine vivante, en fait. C'est de ne pas figer les choses et de se dire il va falloir qu'on réagisse vite. Et ça avance, hein. Il y a plein de sujets où il y a vraiment de la réactivité. Mais je dirais que moi, les 2 sujets, pour répondre à ta question, Émilie, c'est comment est-ce qu'on éduque l'esprit critique et comment est-ce qu'on ne s'enferme pas dans des doctrines qui soient figées et qu'on ait vraiment cette capacité à rebondir et à se remettre en question très très vite. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a plein d'initiatives qui vont dans le bon sens, donc il faut rester optimiste là-dessus. Merci, merci beaucoup. Moi, j'ai une dernière question à laquelle je vais vous demander vraiment de répondre en même pas 1 minute pour qu'on ait un peu de temps pour les questions du public. Bon, Alexis, on a eu la chance tous les deux de côtoyer un très grand chef, le général Burkhardt, qui nous a fait lire ce bel ouvrage de Marc Bloch, L'étrange défaite. Comment on évite? Vous connaissez L'étrange défaite? Certains d'entre vous l'ont lu? D'accord. Bon, très, très grand ouvrage de Marc Bloch, qui est un historien et qui, en fait, raconte la défaite de la France lors de la mobilisation en 1939, qui parle notamment du manque de matériel, notamment de véhicules motorisés, d'artillerie mobile, etc. Et le manque d'anticipation à l'époque des armées, mais aussi de la part des politiques. Comment on évite l'étrange défaite alors qu'aujourd'hui on a aux portes de l'Europe et même dans l'Europe déjà une superposition des conflits. Comment on évite ça? Je pense qu'on évite en travaillant sur sur cette idée qui continue à être profondément incarnée dans la société française, que la guerre est quelque chose qui se passe toujours dehors. Parce que la guerre et l'attaque arrivent aujourd'hui sans dire son nom. Et si on ferme très très fort les yeux pour ne pas la voir, eh bien, je pense qu'on perd plus vite qu'on ne s'en rend compte. Merci Anna. Et l'état d'esprit, j'en ai parlé. Moi, je trouve que l'état d'esprit change. Hein, le côté, on a toujours fait comme ça. Ça, on l'entend moins. Même ça reste un vrai sujet, mais quand même, je vous ai parlé de cette logique d'éducation critique, cette logique de rendre la doctrine vivante. Je pense qu'on a tous les jours des exemples de ces attaques qui, comme vient de le dire Anna, se passent sur tous les fronts. C'est pas complètement par hasard que le président de la République, en janvier, a utilisé dans une version publique le terme de guerre cognitive. Quand il commence à employer ce terme, côté grand public, ça veut aussi dire des choses. Donc voilà, c'est d'être conscient qu'il se passe beaucoup de choses sur des fronts divers et variés, avec une vitesse très forte. Et cette forme de, là encore, c'est peut-être un mot un peu fourre-tout, mais on le voit bien, cette agilité. On n'en est pas aux 5 jours des Ukrainiens, mais les choses avancent quand même. Et je pense que ça, c'est
c'est une source d'espoir. Merci à tous les deux. Je vous propose qu'on prenne quelques questions dans le public. Sur la première, qui est la plus difficile, madame, je vous en prie. Je ne sais pas si on peut faire passer un micro, s'il vous plaît, juste devant. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos explications. J'avais une question à vous poser concernant un livre, savoir si vous l'aviez lu déjà, et donc c'est Protocole Chaos de Dos Santos. Et qu'est-ce que vous pensez du contenu, notamment par rapport aux stratégies russes concernant justement des campagnes de désinformation basées sur des événements vrais, des choses fausses, des choses semi-vraies ou semi-fausses? Alors, nous n'avons pas lu ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous pourriez nous donner un élément qui vous a marqué peut-être dans sa description? Mais justement, ou un exemple de désinformation? Alors, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé, mais de façon, on va dire, moins stratégique et moins volontaire en Birmanie, avec justement Facebook et des algorithmes qui tendent à mettre en avant des publications qui provoquent de l'émotion, donc qui ne sont pas toujours justes, mais qui au moins alimentent, on va dire, l'engagement des utilisateurs. Donc le fait d'utiliser ce fonctionnement de l'algorithme sur l'engagement et rechercher à conserver un auditoire présent en faisant justement, en manipulant leurs émotions, que ce soit l'horreur, la tristesse, la haine, la colère, afin de pouvoir obtenir certaines manipulations. Vous parliez tout à l'heure de cheval de Troie, justement par rapport aux agriculteurs, donc la réutilisation, le retweet d'un certain nombre d'éléments. Bon, en tout cas, vous avez totalement raison. Hein. Le sujet de l'émotion est une des clés des différents algorithmes. Je pense que vous connaissez beaucoup cet exemple de l'algorithme de TikTok qui n'est pas le même pour les jeunes Chinois que pour le reste du monde. Ça, c'est encore une fois documenté, prouvé, et on voit bien qu'on va essayer de jouer sur des différents leviers, que l'émotion est un des leviers qui va vous faire rester, parce que finalement, LLM, chatbot et réseaux sociaux ont un peu le même combat. Hein. L'objectif, c'est de vous faire rester le plus longtemps possible sur ces plateformes. ChatGPT, OpenAI a annoncé il y a quelques semaines l'arrivée de la publicité sur ces chatbots. Donc, plus vous allez... Et c'est aussi, moi, ce que j'appelle un peu le biais de flagornerie, c'est-à-dire que quand vous dites à un chatbot quelque chose, il va vous répondre, si ce n'est pas un élément factuel, il va plutôt vous dire blanc quand vous lui dites blanc et noir quand vous lui dites noir. Donc comment est-ce que je vais vous garder le plus longtemps? D'où d'ailleurs le fait qu'ils ne sont pas tout à fait programmés pour vous dire qu'ils ne savent pas, d'où les erreurs aussi factuelles qu'on peut observer. Donc oui, vous avez tout à fait raison, l'émotion est l'une des clés, c'est pas la seule. On a... des exemples à l'appel de contenus tous les plus débiles les uns que les autres. Cet été, vous l'avez peut-être vu, des petits lapins qui sautent sur des trampolines dans une caméra de nuit. C'est un exemple, voilà, c'est 400 millions de personnes qui ont vu ça sur TikTok, alors que c'est complètement faux, etc. Donc oui, dans cette espèce de flux, oui, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va attirer votre attention, et le levier de l'émotion est l'un des plus gros levier qui est utilisé. Il y a la peur, il y en a d'autres, et c'est très très documenté comme étant un des arguments techniques de ces algorithmes. Si je peux me permettre, madame, parce que j'ai un peu suivi ces sujets-là, peut-être que vous le savez, il y a un organisme en France qui s'appelle Viginum, qui est chargé d'étudier les ingérences étrangères. Évidemment, la Russie fait partie, au même titre que la Chine, des compétiteurs qui ont une stratégie d'influence très, très, très ancrée, avec tout ce dont on a entendu parler, comme les fermatrolls, mais aussi des techniques un peu différentes. L'affaire des punaises de lit que vous avez peut-être suivi pendant les Jeux Olympiques, voilà, ou encore les têtes de cochon, l'affaire des têtes de cochon, ou encore l'affaire Matrioshka, enfin toutes ces campagnes en fait qui ont été produites et qui visent en fait à s'attaquer aux vulnérabilités de la société occidentale, en tout cas à certains sujets qui peuvent être des facteurs soit d'amplification, soit des facteurs
d'explosion, enfin de fragmentation en fait de la société occidentale. Et donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, moi, je vous invite à lire les rapports de Viginum, qui sont très bien structurés, très bien documentés sur le plan technique, mais pas seulement. C'est-à-dire que, en fait, pendant longtemps, on a utilisé des matrices d'analyse qui sont en fait des matrices cyber, donc bon voilà, qui permettent d'analyser juste simplement la technique. Aujourd'hui, on utilise des matrices qui sont plus complètes, et en particulier la matrice DISARM, et qui en particulier intègre la dimension cognitive, c'est-à-dire quels effets ces techniques ont sur notre cerveau et sur notre représentation de la société. Et donc c'est vraiment intéressant parce que dans ces rapports-là, qui aujourd'hui, une partie des rapports sont rendus publics, vous pouvez les télécharger sur le site de Viginum, vous avez vraiment des éléments d'explication sur la manière dont ces campagnes sont construites et une évolution qui est que jusqu'à maintenant, effectivement, la Russie était plutôt dans une stratégie ferme à troll, et a progressivement basculé en fait sur des techniques de ciblage, voire de micro-ciblage de communautés ou d'empoisonnement des LLM, c'est-à-dire en créant notamment à l'appel, enfin en masse, des sites qui ensuite vont être repris par les LLM dans le scrapping gigantesque qui est fait de toutes les données qui circulent en ligne et qui ensuite vont permettre d'alimenter la réflexion des internautes qui vont aller prompter en fait dans ces LLM. Voilà. Merci beaucoup. Il faut lire les rapports Viginum, vraiment. Merci. À propos de ces diffusions de fake news, voire de diffusion cognitive pour... deux questions. Y a-t-il une coopération au niveau de l'Europe pour détecter tous ces éléments, lutter contre? Et deuxième question, est-il vrai que sous la présidence Trump, ces réseaux aux États-Unis ont été sinon brimés, sinon arrêtés, pour ceux, bien sûr, venant de la Russie? Bon, normalement, je ne suis pas intervenant, mais je peux répondre. Sur la première question, il y a une très forte coopération entre les États européens, notamment sous l'impulsion de Viginum, qui travaille avec, je pense en particulier, même s'il y a eu le Brexit, avec les Anglais, mais aussi des pays de l'Est, et en particulier l'Estonie, qui est un des pays... peut-être Anna, tu pourras en parler, hein, qui est très moteur sur ces sujets-là. Ça, c'est le premier point, notamment pour partager les différentes, à la fois techniques d'attaque, mais aussi opérations qui, en fait, d'une manière générale, ciblent les différents pays européens, et en particulier dans le cadre des élections. Donc on l'a vu en Roumanie, on l'a vu dans un certain nombre de pays européens, et donc ça fait partie des sujets de préoccupation, y compris de l'Union européenne, qui a notamment créé un bureau qui s'appelle le SEAE, qui est très très actif sur ces sujets-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le sujet, plutôt que d'envisager une coopération entre les 27 États, qui en fait est très compliquée. Pourquoi ? Parce que ça repose beaucoup en fait sur l'expertise technique, en particulier des équipes cyber. Et en fait, le cyber, on a tendance à considérer que c'est un ancrage de souveraineté très fort. Et donc, les pays sont quand même un peu réticents à partager certaines informations. Donc, il faut avoir ça se traite plutôt en bilatéral ou en multilatéral entre certains pays qui partagent des intérêts de le faire. Donc, premièrement, oui, c'est le cas. Et aux États-Unis, alors je ne sais pas, peut-être vous pourrez aussi dire un mot, Make America Great Again, donc la communauté MAGA qui est alimentée effectivement par Trump, mais aussi, on en a un peu parlé, par les géants de la tech, de la Silicon Valley, et en particulier les libertariens qui ont une certaine vision de l'usage de la technologie. Ça aussi, ça fait l'objet d'un certain nombre de surveillance. Et malheureusement, effectivement, Trump a coupé, en fait, il y avait un certain nombre d'organismes aux États-Unis dont le rôle était justement de faire de la modération, de la surveillance des réseaux sociaux et ce qu'on appelle du debunking, c'est-à-dire effectivement de jouer ce rôle un peu de rétablissement des faits, alors qu'il ne marche pas toujours, mais malgré tout, de jouer ce rôle d'observatoire. Donc beaucoup des associations ou des institutions
en fait, se sont vus purement et simplement couper les fonds. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de ces chercheurs-là américains qui viennent travailler en Europe, qui restent, en tout cas, qui viennent chercher du soutien en Europe, qui reste en fait un terrain. Et j'ai pas parlé aussi des pays nordiques, mais la Finlande, la Suède sont des pays aussi très très actifs sur ces questions de guerre cognitive, ont même été précurseurs dans le fait de monter des structures justement pour travailler entre les différents pays. C'était très complet. Ah ok. Encore une dernière question. On peut question. prendre une dernière question si vous le souhaitez. Oui, merci. Je voulais savoir quand même si on n'est pas les gentils et les méchants. Est-ce que vous n'avez pas une vision un peu manichéenne? Parce que vous avez parlé de la Roumanie, vous avez parlé d'un certain nombre de choses. Là, justement, on a des exemples où c'est plutôt l'Occident qui intervient délibérément sur le TikTok en Roumanie notamment. C'est un exemple, mais il y en a bien d'autres sur la guerre en Ukraine, et même actuellement sur l'Iran. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même un prétexte à censurer un certain nombre de choses à travers les technologies, et que déjà, si on pouvait rétablir un certain pluralisme dans l'information ou dans les débats, ça serait déjà un bon préalable. Parce que moi, j'ai lu Marc Bloch, et si aujourd'hui Marc Bloch était là, ou le général de Gaulle, c'est pas sûr qu'il aurait validé toutes les options de notre président. Bon, peut-être quelques éléments. C'est vrai que là, on est parti sur une conférence d'une heure supplémentaire, si vous êtes d'accord. Mais sur je pense que effectivement, les attaques et les réponses aux attaques, il n'est pas illogique de considérer que si l'outil existe, plusieurs acteurs s'en saisissent. Et ne pas s'en saisir, en fait, ne pas répondre aux attaques qui nous sont adressées, ne pas imaginer de contre-narratif, par exemple, serait, je pense, peut-être pas une très bonne décision dans l'objectif de protéger nos intérêts. En revanche, il me semble-t-il, il est aujourd'hui clair et avéré, et ne serait-ce que parce que c'est explicitement dit, notamment par le président russe, que nous sommes désignés comme ennemis aujourd'hui par l'État russe. Ce discours du Kremlin, nous l'avons. Et me semble-t-il, nous avons également un certain nombre de faits à la fois sur le terrain, d'attaques cinétiques, de guerres de haute intensité menées sur le territoire d'un État souverain, d'attaques plus hybrides menées ou d'actes d'intimidation menés ailleurs, qui sont, dont on rend compte. Alors moi, dans la mesure où je travaille à la fois sur la Russie et sur l'Ukraine, je regarde bien évidemment le discours officiel des médias russes, qui vont en fait poser la responsabilité, qui vont beaucoup attribuer la responsabilité aux États occidentaux, en se positionnant dans une posture défensive, en disant nous ne faisons que défendre. En réalité, quand vous reprenez les choses dans l'ordre, moi ce que je constate extrêmement souvent, c'est que la Russie est extrêmement apte à créer la menace qu'elle est en train de dénoncer. Pour vous donner un exemple tout à fait concret, l'idée d'un Occident en fait qui aurait des velléités de résister militairement à la Russie, voire d'attaquer militairement à la Russie, le discours russe le soutient en disant regardez, ils se réarment. Regardez, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de réfléchir à une guerre contre nous. Mais vous voyez très bien, vous qui suivez la dynamique dans l'espace public français, vous voyez très bien que le discours sur une Russie qui représente une menace et contre laquelle nous n'avons pas tout à fait les outils et donc contre laquelle nous avons besoin de se réarmer, il n'est pas venu en amont de l'agression de l'Ukraine et des discours de Vladimir Poutine sur l'Occident. Il est venu parce que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, parce que l'État russe a envahi l'État ukrainien, et parce qu'il y a un discours qui est tenu en disant derrière l'Ukraine est juste la marionnette en fait des États occidentaux. Donc je pense que voilà, l'histoire de la poule et de l'œuf compte ici, et on arrive relativement bien à identifier qui est la poule et qui est l'œuf, et en fait identifier aussi ce qui est en fait dans nos décisions une réaction à la menace et ce qui est une menace donnée aux autres. Dans les études stratégiques,
On appelle ça le dilemme de sécurité. Quand on se sent menacé, on commence à s'armer pour se protéger. Mais quand on commence à s'armer, c'est interprété par l'autre comme on s'apprête d'attaquer. Et nous sommes aujourd'hui en plein milieu de ce dilemme. Merci. Merci à tous. Merci à tous les deux pour ces très riches interventions.